Tu peux investir dans l'immobilier à l'autre bout du monde avec moins de 50 €. Tu peux acheter une île, whisky pour battre les rendements de l'immobilier, mais est-ce que ce sont de bons investissements? Ou est-ce que c'est du pur bullshit? Aujourd'hui, on va pouvoir trancher sur la question et prendre des décisions. C'est mon nouveau concept de vidéo, j'espère que cela vous plaira. On ne va pas se laisser aveugler par la hype, on va regarder ces investissements sous le prisme de 4 critères suivants. 1, le rendement, 2, le risque, 3, la liquidité et 4, l'effort que ça prend. Et à la fin, je te dis si c'est un bon investissement ou si c'est de la merde. En 2023, tu peux investir dans l'immobilier à partir de 1 € et sans avoir à gérer les papiers administratifs. Ça, c'est grâce à une chose, la tokenisation immobilière. Bon, je vous explique. Déjà, on te dit que tu peux investir dans l'immobilier pour quelques euros à peine, donc t'es content, c'est normal. Il faut savoir que l'humain, il aime les raccourcis. C'est dans notre nature. Et toi, t'es pas idiot. Donc, tu vas pas investir d'un coup de tête. Tu vas d'abord comprendre de quoi on parle et c'est important. Donc, écoute-moi bien. L'immobilier tokenisé, c'est simple. Tu n'achètes pas un appartement en entier, tu achètes qu'une fraction du bien. Il y a ce qu'on appelle des tokens, des jetons, et tu deviens copropriétaire au prorata. Imagine que tu découpes un immeuble en 1000 briques. Tu peux acheter une seule pour seulement 50 €. Tu deviens officiellement copropriétaire et tu touches chaque mois 1/1000 du loyer total directement dans ta poche. Mais retiens bien une chose, dans 90% des cas, ce que tu possèdes vraiment, ce sont les parts d'une structure qui, elle, détient le bien. C'est ce qu'on appelle du fractionné. Et là, détail important, un token peut représenter deux choses. Soit c'est une part de la structure, donc tu es devenu actionnaire de la société, soit c'est une créance. Et les deux, c'est pas le même monde, c'est pas le même risque, c'est pas les mêmes droits. Et l'idée derrière, elle est super intéressante, c'est que le ticket d'entrée est petit. Donc en effet, tu as un accès en quelques clics et en principe, on a une revente plus simple qu'un achat IMO classique. Parce que oui, généralement, quand tu fais de l'immobilier classique, on te demande de passer par la banque, un notaire, tu as de la paperasse, des détails, ça prend 3 plombs, bref. Alors que là, c'est quelque chose qu'on caractérise comme d'hyper liquide. Ça veut dire que tu peux vendre rapidement, quand tu veux. Là où ça devient intéressant, c'est la diversification géographique. Tu peux aller chercher des opportunités hors de France, sans demander la permission à une banque. Quand tu as déjà essayé d'investir à l'étranger, si ça t'est déjà arrivé, je pense que tu sais de quoi je parle. En général, si tu es un particulier, on va te fermer la porte assez vite ou tout va devenir assez compliqué. Là, avec ce modèle, tu peux t'exposer à d'autres marchés juste avec quelques clics et c'est pour ça que ça cartonne. En fait, ce que ça fait, c'est que ça facilite un investissement intéressant qui a déjà fait ses preuves et tout le monde comprend facilement comment fonctionne l'immobilier et ce que c'est. Et en plus de l'immobilier, tu as souvent des rendements affichés qui sont plutôt bons. Maintenant, calmons-nous un peu, le marché, il est hyper jeune. D'accord, ça vient de sortir, ça a quelques années, et un jeune marché, ça veut dire beaucoup d'opportunités et d'arnaques. Deuxième point, l'immobilier tokenisé, ça reste de l'IMO. Si l'immobilier réel va mal, ça va mal aussi. Donc, si tu viens chercher un truc sans risque, je te le dis tout de suite, laisse tomber. Et il y a un piège aussi, forcément. Comme c'est digital, les gens, ils oublient que derrière, c'est un vrai bien, avec des vrais problèmes, avec des vrais travaux, des locataires, la gestion, la fiscalité, les périodes de vacances, etc. Bref, c'est très facile d'oublier tout ça, comme on investit super facilement en quelques clics, mais il faut prendre conscience de bien étudier chaque bien et de bien prendre le risque de ce genre d'éléments. Et je te rajoute un petit truc, ton risque numéro 1, c'est pas le pays ou la ville, c'est la plateforme que tu utilises pour investir. Parce que si la plateforme plante, tu plantes aussi, toi et ton token. Avant d'investir, donc, tu dois répondre à 3 questions. La première, elle est légale. Est-ce que tu as tout compris? Ton nom n'est pas écrit chez le notaire. Tu n'as pas les clés d'appartement dans ta poche. C'est une société qui détient l'immeuble et toi, tu possèdes juste un ticket. Alors, mon conseil, c'est de bien vérifier que tu es actionnaire du projet et pas juste un prêteur anonyme. Pourquoi? Parce que si tu es actionnaire, tu possèdes réellement une partie des murs. Mais si tu es juste un prêteur, tu as seulement une promesse d'être remboursé. En gros, si la boîte coule, l'actionnaire garde l'actif, mais le prêteur, lui, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc, ne confonds jamais posséder un actif avec posséder une simple promesse. Ensuite, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe si le site web où tu as tes tokens ferme demain? Le vrai risque, c'est que ton argent s'évapore en même temps que la plateforme. Ta sécurité, c'est de vérifier que tes briques sont séparées juridiquement de la société qui gère le site. Ton investissement doit pouvoir exister tout seul, de manière indépendante. Si la boîte fait faillite, tes parts d'immeubles doivent rester à toi, point barre. Ne confonds pas une jolie application sur un iPhone avec un titre de propriété solide et protégé. Et enfin, regarde bien où est logée la société. Si elle est planquée dans un paradis fiscal à 10 000 bornes, tu récupéreras jamais rien en cas de pépin. Ma règle, elle est simple. Privilégiez des structures basées en France ou en Europe.
C'est quand même beaucoup plus facile d'appeler un juge à côté de chez toi que de lancer un procès à l'autre bout du monde pour une brique à 50 balles. Deuxième question, quelle est la liquidité réelle de ton actif? Fais attention, la liquidité, c'est pas la vitesse à laquelle tu cliques sur un bouton. La vraie liquidité, c'est de savoir à qui tu revends. Parce que si la plateforme est petite ou qu'il n'y a plus assez de nouveaux acheteurs qui arrivent, bah, personne ne rachètera tes jetons. Pose-toi la question, en combien de temps tu récupères vraiment ton cash? Si tout le monde veut sortir en même temps, le prix va s'écrouler. Ou pire, la plateforme va bloquer les retraits pour éviter de couler. C'est là qu'on voit s'il y a un vrai marché secondaire. C'est-à-dire s'il y a des milliers de gens qui s'échangent des parts tous les jours ou si bah, tu es tout seul dans ta boutique, quoi. Troisième question, et c'est peut-être la plus importante, est-ce que tu comprends vraiment ce que tu achètes? Est-ce que tu comprends vraiment ce qu'est la blockchain? Parce qu'au final, ce qui compte, c'est de savoir ce que ce token représente dans la vraie vie. C'est l'information et ta compréhension de la blockchain qui t'empêcheront de te faire avoir. Enfin, je t'en rajoute une quatrième qui n'était pas prévue, mais que je vais rajouter quand même, les frais. Demande-toi qui se paye, combien et à quel moment. Parce qu'un rendement de 8% sur papier, c'est joli, mais si le gestionnaire se sert grassement au passage, le vrai gagnant, bah, c'est lui, c'est pas toi. Et n'oublie pas le détail qui tue, la fiscalité et la devise. Si tu gagnes 8%, mais que tu te fais allumer par les impôts et les frais de change, bah, au final, bah, il te reste rien dans la poche. Ne regarde pas que le rendement brut, regarde ce qui te reste vraiment à la fin dans la poche. Okay. Côté rendement, on va pas se mentir, on est souvent sur une autre planète par rapport à l'immobilier classique. Là où un investissement physique en France, on va te sortir péniblement 3 ou 4% en net, la tokenisation, elle, bah, c'est un passeport pour le marché mondial. Tu peux aller chercher des marchés sous stéroïdes comme Dubaï, comme les États-Unis et taper du 8-10%, c'est la norme. Après, comme je te l'ai dit, bon, faut faire attention de bien calculer ce que tu vas récupérer à la fin net dans ta poche, frais de change inclus, mais ça donne à réfléchir. Le risque, c'est le point que tout le monde sous-estime. Pourquoi? Parce que les gens se disent tranquille, c'est l'IMO, je vois ce que c'est, je comprends, c'est du solide, etc. Faux. Ici, tu rajoutes 3 couches de risque par-dessus la pierre. L'intermédiaire, le montage juridique et l'exécution technique. Tu cumules le risque du marché immobilier plus le risque de la boîte qui gère tes biens. Donc, ça reste assez risqué quand même, Donc, surtout si on ne s'y connaît pas beaucoup. Parlons de liquidité. En fonction des plateformes, et comme le domaine est en train d'exploser, et selon les villes dans le monde, ça reste quand même assez liquide. L'effort, en apparence, c'est 0 effort. Tu cliques, tu délègues tout et tu attends que ça tombe. Après, je te conseille quand même de faire des recherches. Ok ? Verdict. Bon investissement, mais pas pour commencer. C'est un plus pour diversifier dans un portefeuille, un petit pourcentage et seulement si tes bases sont solides. Donc, je mettrai une note de 7 sur 10 si tu as déjà un plan et que tu veux diversifier. 3 îles à moins de 90 000 €. Parce que oui, pour le prix de 9 mètres carrés à Paris, tu peux posséder ta propre île. Ça, c'est le contenu le plus dangereux d'Internet. Parce que tu vois plusieurs personnes qui ont à peu près tous la même histoire, donc bah, tu commences à te dire ok, c'est possible. Ils te racontent le projet avec une petite musique sympa, il y a un drone qui prend des images de malades sur un coucher de soleil, etc. Et ton cerveau, il fait quoi? Il brille, il applaudit. Et les gens se font systématiquement avoir sur les projets d'îles. La vérité, c'est qu'une île, c'est rarement un investissement, c'est un caprice de luxe ou un projet de vie. Et un projet, ça veut dire de la gestion, ça veut dire de la logistique, ça veut dire de l'entretien, un accès à ton île, il faut l'entretenir, il faut des autorisations à obtenir, il faut des assurances à prendre, et puis il y a un vrai sujet autour de la sécurité. Et surtout, c'est pas super liquide le truc, ok? Tu veux revendre, bah, c'est pas je clique et je sors. C'est je trouve un acheteur assez fou ou assez riche ou assez motivé pour reprendre le projet. Donc non, ce n'est pas un actif, c'est un putain de dossier. Et souvent, ce qu'il y a caché derrière, c'est une multitude de droits, il y a des règles locales, il y a des zones protégées. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Les coûts invisibles. Personne ne te dit ça sur TikTok. En premier lieu, l'accès. Si tu n'as pas de pont, il faut que tu crées un pont. Sinon, il te faut aussi un bateau. Et un bateau, ça veut dire payer du carburant, ça veut dire de l'entretien, ça veut dire du temps et donc peut-être d'autres galères. Quand il pleut, quand ça souffle, quand c'est l'hiver, tu fais quoi? Tout ce qui est simple sur le continent devient très compliqué sur une île. Un dépannage, un chantier, une livraison, tout prend 5 fois plus de temps, c'est normal. Je te rappelle que tu es sur une île. L'autonomie. Si tu n'as pas d'eau, pas d'électricité, on fait comment? L'autonomie a un coût. Il faut des groupes électrogènes, il faut des panneaux, il faut du stockage, il y a un traitement de l'eau, il faut construire des fosses. En fait, l'infrastructure sur une île, c'est un gouffre d'entretien. Les règles. La nature, c'est beau, c'est joli, oui, mais la nature, ça veut dire aussi beaucoup, mais alors beaucoup de contraintes. Il y a les zones protégées, donc il te faudra des permis.
tu seras confronté peut-être à des interdictions, à des restrictions, et parfois même, tu n'as pas le droit de toucher à un arbre sans avoir les papiers officiels signés du gouvernement ou d'associations de protection internationale basées sur un autre continent que le tien. Et si tu penses faire de ton projet un projet touristique, là encore, c'est un autre niveau. Il y a des normes spécifiques au tourisme, un autre niveau de sécurité, des assurances encore différentes, des autorisations, bref, bon courage. L'entretien. Une île, il faut la faire tourner, mais ça s'abîme aussi. Les infrastructures rouillent, ça s'érode, ça se fait bouffer par l'humidité, et ça, on facture tous les mois. Et tu sais ce qui est violent, c'est que même quand t'es pas là, eh ben ça coûte. Et le 5e coup, le vrai coup de grâce, c'est la revente. Tu vas attendre longtemps, et tu peux même attendre très longtemps. Et plus tu attends, plus tu continues de payer. Comme anecdote à vous raconter, celle de Russell Simons, cofondateur de Def Jam. Il a acheté une petite île dans les Caraïbes, dans les années 90. L'île n'a pas été rentable du tout, enfin en tout cas pas immédiatement, mais en 5-7 ans, elle est devenue un élément central de son image. Lieu de retraite, de création, des contenus, de rencontres, etc. Le retour sur investissement, il n'a pas été la revente immobilière, mais ça a été un levier de business indirect. Repositionnement vers le bien-être, nouvelles activités, retraite, programmée, etc., collaboration, et une forte différenciation qui ont largement dépassé le coût initial de l'île. Ok, maintenant, même traitement. Une île, si tu n'as pas un plan d'exploitation clair, c'est simple, ça ne va absolument rien te rapporter. Et même quand tu l'exploites, que ce soit par la location, le tourisme ou l'événementiel, tu dois raisonner comme un entrepreneur. Le taux d'occupation, la saisonnalité, les coûts fixes, l'entretien, le staff, le transport, les assurances. Au niveau du risque, là, on n'est pas sur je vais perdre 10%. Hein. On est sur des risques qui te tombent dessus d'un coup, la météo, les sinistres, corrosion, les dégâts. Et le pire, c'est un actif où le risque te coûte même quand tu ne l'utilises pas. Donc, risque énorme, et pas seulement financier, opérationnel et légal aussi. Au niveau de la liquidité, tu revends quand tu trouves quelqu'un qui a l'envie, l'argent, le temps et l'acceptation des emmerdes. Ça fait peu de monde. Donc, liquidité très faible. Tu dois acheter en te disant « je suis peut-être marié avec ce truc pendant très longtemps ». L'effort, c'est l'actif, je pense, un des actifs le moins passif possible. Même si tu délègues, il faut une équipe, il faut des prestats, il faut des contrôles, des décisions. Et quand ça part en vrille, tout le monde t'appelle toi. Donc, effort maximum. Donc, verdict de cet investissement. Mauvais investissement pour 99% des gens. 1 sur 10, sauf si c'est ton rêve. 7 sur 10 si tu as déjà une machine qui tourne. Une île, c'est une entreprise avec des emmerdes tous les jours. Tu vas acheter l'île et c'est l'île qui va te posséder. Allez, next, prochain investissement. Je ne vais jamais ouvrir ces whiskies. Il y a des whiskies dans la vie qui ne sont pas faits pour être ouverts, mais pour être collectionnés. Ok, bon là on rentre dans un truc vraiment intéressant parce que le whisky, c'est un marché qui continue d'augmenter. Donc comment un whisky prend de la valeur? Un whisky va prendre de la valeur pour 4 raisons bien précises. Il y a sa rareté. Est-ce qu'on parle d'une édition qui est limitée, d'une série arrêtée ou d'un stock qui disparaît? Moins il y a de bouteilles sur le marché, plus le prix grimpe. C'est une loi fondamentale de l'offre et de la demande. Ensuite, ça se joue sur le nom, la réputation de la distillerie, le prestige de l'embouteilleur et, on va pas se mentir, la hype qui entoure le produit. La troisième raison, ça va être la qualité couplée à l'histoire. Il faut une vraie narration derrière chaque bouteille pour justifier sa valeur. La demande, ça bouge, ça monte très haut, mais ça peut aussi redescendre très bas et très vite. Donc la demande, elle n'est pas toujours logique. La demande, elle est humaine, donc c'est forcément instable, puisque l'être humain est par définition instable. On va voir la différence entre le whisky en bouteille versus celui en fût. Là, très grosse différence. Une bouteille, tu peux la revendre plus facilement. Il y a des enchères, il y a des plateformes, il y a des collectionneurs. Un fût, c'est un autre monde. Il te faut du stockage, il te faut une assurance, il te faut ajouter un système de traçabilité et surtout, tu dois être sûr que c'est vraiment à toi. Parce qu'un fût, si tu n'as pas les bons papiers, si tu n'as pas la bonne chaîne de custodie, si tu n'as pas le bon stockage, eh bien c'est invendable. Pour te donner une idée un petit peu du délire, je te donne 3 exemples concrets. Le premier, c'est Macallan. Sur certaines séries, c'est clairement le Rolex du whisky. C'est ultra prestigieux, ça attire tout le monde, mais attention, ça attire aussi les arnaques. Ensuite, tu as le whisky japonais. Sur certaines distilleries fermées ou introuvables, c'est le combo fatal, rareté absolue, plus une hype de dingue. Résultat, les prix ils partent en orbite, mais ils peuvent aussi redescendre très brutalement. C'est très volatile. Et enfin, il y a les distilleries cultes, mais moins mainstream. C'est souvent là que c'est le plus intéressant. C'est moins tape à l'œil, mais c'est là que tu trouves le meilleur ratio entre le prix et le potentiel de hausse. Alors, voyons ensemble les 5 pièges qui ruinent les gens. Mais attention,
Les pièges sont toujours les mêmes et ils vont te tomber dessus si t'es pas vigilant. D'abord, le grand classique, on essaie de te vendre du jeune au prix du rare. Ensuite, regarde les frais. Entre le stockage, la gestion et les commissions à la revente, ton bénéfice, il peut vite se faire bouffer. Il y a aussi la question de la liquidité. Selon les produits et les années, tu peux te retrouver avec des bouteilles invendables sur les bras. Et n'oublie jamais l'authenticité, si tu n'as pas une preuve de provenance en béton, ton whisky ne vaut rien. Enfin, fuis le marketing magique. Quand on te dit ça monte tous les ans et qu'il y a zéro risque, c'est le signal absolu d'alarme. C'est exactement comme ça que se créent les bulles. Donc oui, ça peut performer fort. Knight Frank a déjà classé le whisky très haut sur 10 ans avec des chiffres qui vont grosso modo de plus 370% à plus 580% selon les périodes. En deux, le risque. Le risque est élevé si tu es débutant. Tu peux te faire avoir avec des contrefaçons si t'es pas formé. Il y a des bulles de high. Tu peux faire une très mauvaise sélection et arriver au mauvais timing. La liquidité. Beaucoup de gens confondent je peux revendre avec je peux revendre vite au bon prix. C'est pas pareil. Une enchère, c'est un marché. Et un marché, ça a ses humeurs. En 4, l'effort. Ça a l'air passif, ce qui est plus ou moins vrai pour les bouteilles, mais moins pour les fûts. Donc on a déjà vu des segments surhypés se faire démonter. Donc, c'est pas non plus l'investissement le plus sûr qui existe au monde. Après, si je peux te donner un peu de recul, Paris Intramuros, on est passé grosso modo d'environ 7 880 € le mètre carré mi-2015 à 9 500, 9 650 € le mètre carré en 2025, en ordre de grandeur. Donc, une hausse bien plus sage avant tous les frais. Donc, le whisky superforme un peu l'immobilier en fait. Pose-toi cette question. Est-ce que cet argent est oublié pour les 10 prochaines années? Le whisky, c'est un actif de patience extrême. Donc, si tu penses avoir besoin de cet argent dans 2 ou 3 ans pour un projet, oublie tout de suite. Mon verdict, 6,5 sur 10. C'est un oui si tu cherches des actifs un peu alternatifs qui ont fait leurs preuves. C'est un non catégorie si tu cherches un raccourci pour devenir riche rapidement. Ici, la précipitation est le meilleur moyen de finir avec une bouteille très chère que tu seras obligé de boire, probablement, pour oublier la perte. Attention à l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Bon, j'espère que ça t'a été utile. À chaque fois, tu reviens à la même grille. Rendement, risque, liquidité, effort. Et oui, il y a plein de sujets d'investissement qu'on peut traiter. On en parle régulièrement sur notre Discord. Et pour ceux et celles qui veulent un cadre solide, on bosse ça avec nos coachs dans l'académie que j'ai créée, la Jeudi Cavalier Academy. Si ce concept te plaît, abonne-toi, mets un like et surtout commente l'investissement que tu veux que je décortique dans la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et investissez avec la bonne grille en tête et on se retrouve pour une prochaine vidéo.